Voilà, bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, chers collègues. En tant que doyen de la faculté de médecine, c'est pour moi un plaisir, un honneur de vous accueillir pour cette leçon inaugurale du professeur Stéphane Sidorenko. Je vais d'abord dire quelques mots pour retracer son parcours et puis ensuite je lui céderai la parole pour une leçon qu'on aime bien, ces leçons inaugurales. C'est une manière aussi de transmettre sa passion, son parcours et je dirais, d'aller au-delà d'une présentation purement scientifique, mais de donner aussi toute l'épaisseur à laquelle correspondent ces carrières hospitalo-universitaires, et puis on l'espère contribuer ainsi au réenchantement de nos professions médicales et académiques. Stéphane Tsyzonenko obtient son diplôme de médecin à Genève en 1990 et son doctorat en 1994. D'abord, assistant de recherche, il travaille sur le métabolisme de la proinsuline. Il poursuit sa formation en pédiatrie et en néonatologie au HUG, puis rejoint l'université d'Auckland, où il complète sa formation clinique et initie sa recherche sur les lésions cérébrales du prématuré, qui le mèneront à l'obtention d'un PhD en 2003. De retour à Genève, il rejoint le département de pédiatrie et poursuit ses recherches au sein du département des neurosciences fondamentales. En 2005, il devient médecin adjoint au service de développement et croissance des HUG et y prend la responsabilité du laboratoire de recherche. Il collabore par ailleurs avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique des lésions cérébrales. Ses intérêts cliniques et scientifiques se rejoignent dans un but translationnel: mieux comprendre, évaluer et traiter les lésions du cerveau en développement pour limiter les risques de difficultés développementales chez l'enfant. Nommé privat-docent en 2009, puis professeur assistant en 2014, il est titularisé en tant que professeur associé en 2017 et promu professeur ordinaire en mai 2025. Parallèle, depuis une dizaine d'années, le professeur Sidorenko mène avec succès des activités de formation en néonatologie pour les médecins et les infirmières, notamment au Népal, initialement dans le cadre de la collaboration avec l'hôpital universitaire de Dharan dans l'est du pays, et qui s'étend maintenant dans d'autres villes du pays, dont Katmandou. Cher Stéphane, ajoutons qu'en bon neuroscientifique et chercheur dans le domaine de la neuroréhabilitation sensorimotrice précoce et intensive, tu connais l'importance de stimuler tous les sens. N'hésite d'ailleurs pas à l'appliquer à toi-même. Stimuler la vision par la photographie, une passion qui est presque devenue ton deuxième métier. Qui est le goût et l'odorat en tant que gourmet, excellent pâtissier et amateur de bon vin. Perfectionner ton audition en tant que mélomane et grand connaisseur de jazz. Et enfin, affiner ton toucher, notamment au tennis. Tout cela est certainement très bon pour le cerveau et ouvre peut-être de nouvelles pistes pour des thérapies innovantes. Cher Stéphane, nous nous réjouissons de t'entendre pour ta leçon inaugurale à l'occasion de ta promotion au rang de professeur ordinaire de la faculté de médecine, leçon intitulée « Réduire les conséquences des lésions cérébrales chez l'enfant ». Stéphane, the floor is yours. Merci beaucoup, je vais dire Antoine, plutôt que monsieur le doyen. Effectivement, je n'avais pas réalisé que je stimulais aussi mes 5 sens de la même façon qu'on essaye de le faire chez les prématurés. Donc pour cette leçon inaugurale, je vais essayer d'un petit peu de retracer mon parcours de recherche principalement, mais aussi un petit peu de clinique, et vous montrer un petit peu comment on arrive à réduire les conséquences des lésions cérébrales chez l'enfant. La suivante ne veut pas passer. C'était là. J'y connais pas ce soir, mais... Ça marchait il y a 2 minutes. Désolé. Il est dessus. Non, il est complètement planté. Ah si, voilà. Vous voyez. La différence entre un simple professeur ordinaire et le doyen. Donc voilà, les événements précoces de la vie modifient le développement de l'enfant et la prématurité en est évidemment est un de ces événements, puisqu'on sait que chez les prématurés, le cerveau, les poumons, le système digestif, le système immunitaire sont particulièrement vulnérables et immatures.
Et en fait, cela nécessite un accompagnement de l'enfant, un accompagnement des parents aussi, et j'en parlerai un petit peu vers la fin. Pour rien. Comme ça, c'est mieux? Ok. Donc l'accompagnement de l'enfant, des parents et des mesures thérapeutiques précoces sont déterminants pour soutenir le développement cérébral de l'enfant et son devenir. De prématurés de moins de 1500 grammes, 5 à 15% d'entre eux vont présenter des déficits neurologiques majeurs sous forme de paralysie cérébrale, d'hémiplégie, de diplégie ou de quadriplégie. 25 à 50% auront des déficits neurodéveloppementaux un peu plus légers, mais importants quand même, avec des déficits cognitifs, d'attention, des troubles des apprentissages, des difficultés de comportement, un TDAH, des altérations des fonctions exécutives, et ça représente également un risque pour les maladies psychiatriques de l'adulte. Le développement cérébral est complexe, c'est une succession de processus, de mécanismes qui se suivent de manière tout à fait organisée, en commençant par la prolifération cellulaire, la prolifération neuronale, la migration des cellules depuis l'endroit où elles naissent jusqu'à l'endroit où elles doivent aller au niveau du cerveau, principalement les neurones. Tout ça avec l'aide de cellules transitoires, donc la glie radiale, les neurones de la sous-plaque. La glie radiale étant l'espèce d'échafaudage où les neurones montent, la sous-plaque étant une couche profonde du cerveau qui va disparaître, où les connexions entre la partie profonde du cerveau et le cortex attendent que le cortex soit formé pour former les connexions au-dessus. Il y a la différenciation des oligodendrocytes, important pour la mise en place de la myéline, ces gaines qui entourent les fils électriques du cerveau pour avoir une meilleure conduction, le plissement cortical, et puis évidemment l'organisation de tout ça, l'orientation des neurones, les interconnexions, les synapses. La prématurité va toucher un bon nombre de ces mécanismes, de ces processus de développement. Quels sont les facteurs qui peuvent, dans la prématurité, qui vont altérer et qui sont délétères pour le développement cérébral? Il y a des facteurs anténataux, principalement l'inflammation, l'hypoxie, l'ischémie, mais également la malnutrition, le stress maternel et des toxiques. Il y a des facteurs périnataux, naissance compliquée avec une inflammation, une hypoxie, ischémie. Et puis, spécifiquement pour les prématurés, il y a tous les facteurs postnataux, avec de l'inflammation, de l'hypoxie, ischémie, la perte des facteurs de croissance intra-utérin, la douleur, l'éventuel stress qu'ils peuvent avoir dans les unités de néonatologie, les médicaments et la nutrition qui est loin d'être optimale chez nos prématurés. On obtient ce qu'on appelle l'encéphalopathie du prématuré avec une microstructure qui est altérée, des volumes du cortex qui sont plus petits, une épaisseur du cortex cérébral également qui est plus petite et une fonction qui est différente par rapport au nouveau-né à terme. Maintenant, je vais faire un tout petit détour par comment les événements modifient une carrière académique avant de retourner sur les choses qui concernent l'enfant. Donc j'étais jeune chef de clinique en néonat, l'idée d'un post-doc venait, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? À l'époque, le poumon, il y avait déjà des milliers de gens qui travaillaient dessus, c'était pas franchement intéressant, entre guillemets. Il restait quand même la nutrition ou le cerveau du prématuré où il y avait encore beaucoup, beaucoup à faire. J'hésitais entre ces deux domaines, j'ai finalement choisi le cerveau, et avec cette idée, je suis allé voir le professeur Sutter, à l'époque chef de département. Quand on allait dans son bureau, il fallait un projet bien défini, parce qu'il ne nous soutenait pas. Donc voilà, je lui ai dit, le projet, je veux aller travailler sur le cerveau, la neurologie néonatale. Donc je vais regarder un petit peu où je pouvais aller. Alors, en 10 jours, j'ai fait un tour du monde, comme vous allez voir. Harvard, je suis arrivé dans une tempête de neige. Je n'ai pas redécollé de Boston. C'est là que j'ai rencontré Petra Hupy. À cette époque-là, on ne savait pas qu'on allait se retrouver à Genève et collaborer pendant 25 ans et devenir de bons amis.
Ensuite, il y avait San Francisco, avec le professeur Donna Ferrero, qui était une étoile montante, devenu quelqu'un d'important dans le domaine de la neurologie néonatale. J'ai dit pourquoi pas. Mais bon, c'était un peu copier papa qui avait aussi fait. Et puis, mon père me dit un jour, mais tu sais, en Nouvelle-Zélande, il y a le professeur Gluckman, qui était un endocrinologue pédiatre et pas un neuro dans le domaine de la neurologie, mais qui travaillait sur les facteurs neurotrophiques dans le cerveau et la protection avec ces facteurs neurotrophiques. Je me dis Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est un pays de recherche ou pas? Puis en regardant d'un peu plus près, on se rend compte que, en tout cas, le groupe du professeur Gluckman et le Liggins Institute et d'autres groupes d'ailleurs, avaient quand même une recherche d'excellente qualité. Faut savoir que du coup, Sir Peter Gluckman a été l'initiateur de l'hypothermie cérébrale lors d'asphyxie chez le nouveau-né, qui est maintenant un traitement établi. Et puis il y avait aussi Sir Mount Liggins, qui lui avait découvert qu'en fait, quand on donnait des corticoïdes au fœtus, on faisait une maturation pulmonaire. Et ça, c'est un traitement également qui est connu depuis des vingtaines d'années et qui permet quand même d'éviter la détresse respiratoire chez le prématuré de manière très importante. Donc à l'autre bout du monde, il faisait de la bonne recherche. Et puis bon, comme ce qu'Antoine n'a pas dit, c'est que j'aime aussi bien la voile. Je me suis dit, allons down under. Donc on est parti, toute la famille, à Auckland. Arrivé à Auckland, il y avait des moutons, y compris dans le labo. Je me suis dit, oups, qu'est-ce que je vais faire comme... Donc ils avaient des modèles de lésions cérébrales chez le mouton, chez le fœtus du mouton. Je me suis dit, ouais, c'est super, mais qu'est-ce que je vais faire de ça en rentrant à Genève? Parce que faire du mouton ici, c'est un petit peu compliqué. Donc on a réfléchi, puis avec le professeur Gluckman et le professeur Williams, on a décidé de partir sur un modèle de lésion cérébrale d'encéphalopathie du prématuré chez le rat. Et puis on a regardé un petit peu, on a comparé un petit peu la maturation cérébrale à quel âge chez le rat et chez l'humain, et on voulait vraiment un modèle du grand prématuré. Donc on a vu que en fait, la neurogénèse est complète à la naissance chez le rat et chez l'humain. La myélinisation débute à 7 jours de vie chez le rat et à la naissance chez l'humain. Les progéniteurs d'oligodendrocytes, qui sont des cellules importantes, vu les déficits de myélinisation qu'on a chez le prématuré, étaient aussi présents 24-28 semaines chez le prématuré. Et puis il y avait déjà des modèles de lésions d'hypoxie ischémie à P7, à P10 qu'on considérait comme plutôt des modèles à 32, 36 ou du nouveau-né à terme. Donc on est parti sur le raton de 3 jours, qui présentait donc des similitudes en termes de développement cérébral avec le grand prématuré. On fait une lésion d'hypoxie ischémie chez ces petits ratons avec une atteinte neuroaxonale, une atteinte de la glie radiale, une activation également des astrocytes de la glie radiale et une activation inflammatoire. Donc on caractérise ce modèle pour ensuite l'utiliser à différentes fins. Les précurseurs d'oligodendrocytes, en fait, il y avait pas vraiment il y avait un délai de maturation, ce qui faisait un délai de myélinisation dans ce modèle, ce qui nous intéressait particulièrement. Au long terme, on avait des ratons qui présentaient une réduction de taille du cortex du côté lésé, et également une réduction de la substance blanche intracorticale du côté lésé, avec des altérations de la myélinisation, comme vous pouvez voir ici à droite. Donc on avait un modèle qui était pas mal. Ensuite, déjà à Auckland, mais surtout en rentrant ici, évidemment avec Petra Uppi, il fallait mettre ces animaux dans l'IRM, mais aussi avec les autres personnes, Terry Inder et Jeff Nell, qui étaient aussi des fervents de l'IRM. Donc je me suis associé avec le CIBM en rentrant ici, qui venait de naître, avec Rolf Grutter, pour effectivement analyser ces cerveaux de ratons par ces techniques d'imagerie. L'avantage de ces techniques d'imagerie, c'est qu'on peut regarder plein de choses en une fois, si j'ose dire. On peut regarder la macrostructure avec l'IRM morphologique, on peut regarder la microstructure en regardant la diffusion de l'eau à l'intérieur du tissu.
On peut regarder le métabolisme avec la spectroscopie et également la fonction avec l'IRM fonctionnel. Et ces techniques sont exactement les mêmes qu'on utilise chez l'homme. Elles sont aussi applicables à d'autres animaux, puisqu'on a aussi fait du mouton et du cochon. Au même moment, il y a des gens qui regardaient la microstructure chez le prématuré, et puis ils se sont rendus compte que à 26 semaines, la structure corticale était très organisée. Là, ici, donc les petites taches blanches, c'est les vecteurs de diffusion de l'eau, et puis que ça changeait à 35 semaines. Ça peut être mesuré, et puis on a donc avec l'anisotropie, et puis on a effectivement une diminution de l'anisotropie, donc de la direction préférentielle de la diffusion de l'eau dans le cerveau. Et puis donc, McKinstry a fait probablement ce petit schéma que j'aime bien sur le coin de sa table, sur un bout de papier, en essayant d'expliquer pourquoi il y avait ces changements de diffusion pendant le développement normal du cerveau. Donc, je vais revenir à ça tout de suite. Donc nous, on a fait la même chose chez nos petits rats, avec l'avantage, c'est qu'on peut récupérer le cerveau et regarder ce qui se passe. Et on a vu la même chose. Donc à 3 jours de vie, donc 24-28 semaines environ, 24-28 semaines environ, on a une organisation très radiale et très organisée au niveau cortical qui disparaît un petit peu à 6 jours de vie sur la partie de droite. Quand on regarde les valeurs de diffusion, la diffusion globale, on voit qu'elle diminue entre 3 et 6 jours, et puis l'anisotropie, cette valeur d'organisation également diminue entre 3 et 6 jours. Elle est un petit peu différente en fonction du niveau du cortex, mais je ne vais pas trop discuter de ça. On a regardé un petit peu à quoi ça correspondait du point de vue anatomique, cellulaire, et ce qu'on voit ici, dans ces panneaux de gauche, on a marqué en fait les neurones et leurs dendrites, donc les arborescences de neurones, et on voit qu'en fait ça augmente entre les deux âges, et cette glie radiale, ici en rouge, qui sont ces échafaudages sur lesquels migrent les neurones, disparaissent pendant le développement, donc aussi que l'anisotropie diminue. Donc en fait, ce petit schéma, où ici on a des neurones avec juste un processus qui démarre, et puis la glie radiale fait qu'on a une diffusion dans une ellipse, vraiment très organisée. Par contre, avec l'âge, la glie radiale disparaît, les neurones ont beaucoup plus grande arborescence avec les dendrites, et puis on a une diffusion qui est plus circulaire. Donc ça nous permet, cette technique de diffusion, de vraiment analyser la microstructure cérébrale. On va revenir avec le modèle d'une lésion qu'on a aussi passé dans l'IRM. Et puis on a vu donc, ici vous avez donc un cerveau lésé, la partie blanche, c'est cette augmentation de diffusion qu'on voit quand il y a une lésion. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, une astrocytose, une disparition de la glie radiale, une altération de la glie radiale et l'inflammation. Et on voit également qu'il y a du côté lésé, donc en gris, il y a une modification des paramètres de diffusion, que ce soit la diffusion globale de l'eau ou bien l'organisation de cette diffusion. L'avantage aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut regarder le métabolisme cérébral. Donc dans ces lésions aiguës d'hypoxie-ischémie, on a pu regarder quasiment 18 métabolites du cerveau juste après la lésion. Et ce qu'on a pu voir, c'est que il y avait des marqueurs de lésions cellulaires qui étaient augmentés. Il y avait une altération du métabolisme énergétique, de la neurotransmission et de l'osmorégulation. Et puis également, avec le lactate, une augmentation du métabolisme anaérobique et de la souffrance cellulaire. On peut mesurer le volume de la lésion en faisant de la segmentation. Et ici, on a regardé donc, le volume de la lésion tout de suite après la lésion et puis le lendemain. Alors, il y a une différence entre
les mâles qui ont plus de lésions que les femelles. Et puis également la perte de substances corticales au long terme, et puis corréler les deux, et on se rend compte qu'en fait, que plus la lésion de départ, ce qui est assez logique, plus la lésion de départ est importante, plus la perte de tissu au long terme est importante. On a pu corréler la souffrance cellulaire avec la taille de la lésion, donc, notamment en mesurant donc avec la mesure du lactate, et on voit que plus le lactate était haut chez les individus, plus la lésion était importante. Plus la souffrance cellulaire est importante, plus la lésion est importante. Au long terme, il y a une altération de la microstructure avec de nouveau cette anisotropie, donc l'organisation de la diffusion de l'eau qui est altérée dans la substance blanche. Et quand on regarde en histologie, on voit qu'effectivement, le côté droit, il y a une altération de la myélinisation par rapport au côté gauche. Alors que j'étais en neurosciences chez le professeur Kish, il y avait un autre postdoc à l'époque, Charles Quiero, qui travaillait lui sur la fonction cérébrale, et puis on s'est dit, mais bon, ok, il y a des lésions, c'est joli, est-ce que finalement la fonction est vraiment altérée ou pas? Donc on a utilisé le système, en fait, somatosensoriel de stimulation des moustaches et d'enregistrement EEG au niveau du cortex. Une chose qui est importante et qui a motivé aussi ces expériences, c'est qu'en fait, je vous ai parlé au tout début de ces neurones de la sous-plaque qui font office de relais avant que les axones montent dans leurs relais corticaux plus haut. Et ils sont présents à P3 et ils sont lésés avec le modèle d'hypoxie-ischémie. Et ça correspond aussi au développement du cortex somatosensoriel des moustaches. Donc, on a fait des stimulations de moustaches. On stimule à droite, on enregistre à gauche, et puis on stimule à gauche, on enregistre à droite. Et puis, on s'est rendu compte que du côté lésé, la réponse était bien moins bonne que du côté non lésé. Quand on regarde histologiquement ce qu'on appelle le barrel cortex en tonneau, en fait, chaque amas là, gris sont des neurones qui correspondent à une moustache. Donc, chaque moustache stimule cet amas de neurones spécifique. On voit qu'il y a une altération importante à cause de la lésion et la réponse était également altérée. Et finalement, je vous ai dit au début que la nutrition, ça m'intéressait un petit peu, et puis un petit peu par hasard, je me suis retrouvé à faire de la nutrition pour le cerveau. En fait, c'est le Nestlé Research Center à Verchez-les-Blancs qui est venu vers nous, Petra Hupy et Michel Aubert, en nous disant on aimerait faire un aliment pour rendre les enfants plus intelligents en rajoutant des trucs dedans. Bon. Ok. Alors nous, on a un peu mis les hauts là, on a dit, écoutez, on va déjà essayer dans un modèle où on sait qu'il y a des altérations du développement cérébral. Là, on a pris un modèle complètement différent, qui est un modèle de retard de croissance intra-utérin, à qui on a donné toute une liste de trucs, du thé vert, des probiotiques, etc. Rien n'a marché, sauf la lactoferrine, qui était effectivement protecteur du cerveau chez ces ratons qui étaient nés avec un retard de croissance intra-utérin. On s'est dit, on continue avec la lactoferrine, on n'a pas réussi à convaincre Nestlé d'aller plus loin, malheureusement. Donc on a convaincu d'autres personnes, le Front National notamment. Et puis on a continué à regarder la lactoferrine. Alors évidemment que la nutrition est importante pour le développement cérébral, que ce soit in utero, après la naissance, on sait tous que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, ça permet, il y a aussi certains nutriments comme la lactoferrine qui ont des effets anti-infectieux, anti-inflammation et aussi antioxydants qui sont utiles pour protéger le cerveau. Dans ce cadre-là, on avait obtenu un petit grant de la fondation Bill Gates à Harvard. Donc de nouveau, on retournait un peu là où on voulait aller.
Et ils ont regardé, ils avaient des IRM de prématurés à terme et des échantillons de lait maternel, donc des mamans de ces prématurés. Et en fait, ils ont fait une corrélation entre le volume cérébral et la concentration de lactoferrine dans le lait maternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lactoferrine est la protéine principale du lait maternel. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus les enfants avaient reçu ou plus le lait maternel contenait de la lactoferrine, plus le volume cérébral était important. De notre côté, on a voulu vraiment tester sur des modèles de lésions à la lactoferrine. Donc, on l'a donné à des rats qui venaient d'accoucher, donc aux mères rats. Donc, ça passait par la lactation vers les ratons. Et puis, on a analysé le devenir de la lésion sous lactoferrine. Ce qu'on a pu voir, c'est que en bas, vous avez les ratons qui recevaient la lactoferrine via la lactation. En haut, c'est les contrôles. Vous voyez ici que la lésion est importante. Elle est diminuée ça c'est juste un exemple, chez un raton recevant la lactoferrine. De la même façon, la perte corticale est diminuée chez le raton recevant la lactoferrine. On a pu mesurer ça avec effectivement en gris clair une lésion plus petite chez les ratons recevant la lactoferrine, avec une corrélation de nouveau linéaire entre la taille de la lésion au départ et la perte corticale à la fin, la lactoferrine n'ayant pas d'effet de protection, je dirais, plus chronique. On a pu regarder la microstructure de la substance blanche, toujours avec l'IRM de diffusion, et qu'on a vu aussi que la lactoferrine protégeait à différents niveaux la microstructure, que ce soit au niveau de la capsule externe ou du corps calleux. Dans un autre modèle d'inflammation, qui est aussi un modèle d'encéphalopathie du prématuré, toujours chez le rat, on a pu montrer là que le métabolisme avec la spectroscopie était également amélioré, avec une diminution des marqueurs de lésions cellulaires, une amélioration aussi au niveau des marqueurs de neurotransmission, une bonne amélioration au niveau des antioxydants, et puis un meilleur métabolisme au niveau cérébral chez les ratons qui recevaient la lactoferrine. De nouveau au niveau macrostructure, ici, donc ça c'est le modèle en lui-même qui fait une dilatation du ventricule et puis une diminution de la taille des volumes cérébraux. On voit que au centre, vous avez donc la lésion inflammatoire, à droite, en gris clair, la lésion inflammatoire plus la lactoferrine, et on voit qu'il y a une amélioration de la taille du cortex, une diminution de la dilatation ventriculaire, également une amélioration de la taille du striatum. On a regardé la myélinisation, là avec de la microscopie électronique. Donc on voit que dans ces faisceaux d'axones de fibres de connexion cérébrale, on voit que l'inflammation altère ces faisceaux, mais que la lactoferrine les corrige. Ça peut être mesuré avec un rapport entre le diamètre axonal et le diamètre de la fibre, et on voit que c'est corrigé dans les animaux qui recevaient la lactoferrine. Au grossissement, vous avez ici des fibres de myéline autour de l'axone qui sont bien compactées, bien jolies, altérées par l'inflammation et qui retrouvent un aspect normal avec la lactoferrine. On peut mesurer l'espace entre ces fibres et vous voyez qu'avec la lactoferrine, cet espace est récupéré, normalisé par rapport à l'inflammation toute seule. Donc la lactoferrine nous paraît neuroprotecteur. On a fait d'autres études, doses-réponses, d'autres modèles également, associés avec l'hypothermie dans un modèle de rat d'hypoxie-ischémie à terme, et on a montré toujours une protection de la lactoferrine. Cette protection se fait via une diminution de la mort cellulaire, la diminution de l'inflammation. Elle est sécrétée par les cellules de la microglie. Elle diminue la toxicité du fer, elle diminue le stress oxydatif. Et puis, il y a également une promotion de facteurs neurotrophiques pour soutenir le développement cérébral et la différenciation neuronale.
On va changer un petit peu de registre maintenant et je vais vous parler, juste montrer un exemple ici d'un prématuré de 30 semaines avec une hémorragie intraventriculaire de stade 4 et des lésions hémorragiques intracérébrales qui développent là une leucomalacie périventriculaire à droite, comme indiqué par les flèches sur l'IRM. À terme, c'est un enfant qui avait aucune anomalie neurologique, un examen parfaitement normal, en tout cas cliniquement des mouvements spontanés symétriques, pas d'hypertonie. Mais l'évolution va nous montrer un enfant qui a un retard du développement moteur, avec une paralysie cérébrale de type hémiparésie spastique, un peu plus importante aux membres inférieurs qu'aux membres supérieurs, avec un retard de la marche à 2 ans. Il y avait par ailleurs un développement cognitif et du langage qui étaient normaux. Donc la paralysie cérébrale, c'est la cause la plus fréquente d'incapacité physique chez l'enfant, avec des troubles permanents du mouvement, une altération de la posture et du tonus musculaire, une limitation dans les activités de la vie quotidienne, c'est 1,5 à 3 pour 1000 naissances vivantes. C'est principalement la leucomalacie périventriculaire chez le prématuré, l'hypoxie ischémie avec encéphalopathie chez le nouveau-né à terme, et puis chez les enfants un petit peu plus âgés, les accidents de la vie, traumatisme crânien, méningite, encéphalite et arrêt cardio-respiratoire. Les stratégies thérapeutiques par rapport à la paralysie cérébrale, alors il y a des agents qui sont principalement des antispastiques, si je peux les appeler comme ça, donc le baclofen, diazépam, le botox, qui peuvent être donnés par voie orale ou par injection. Il y a la chirurgie, et puis il y a tout ce qui est réhabilitation, qui est évidemment probablement la partie la plus importante, avec un entraînement dirigé vers la fonction et la physiothérapie. Alors, Habitil est une de ces méthodes de réhabilitation, c'est le Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy, including Lower Extremities, développé par Yannick Bilagneufeut à l'Université de Louvain en Belgique. C'est une thérapie sensorimotrice intensive de l'ensemble du corps. C'est sous forme de stage intensif de 90 heures en tout, donc c'est sur 2 à 3 semaines, pour des enfants qui ont une atteinte unie ou bilatérale légère à modérée. C'est une thérapie qui est basée sur l'intensité, la motivation, le façonnage, également qui est très fonctionnelle et qui est hands-off, c'est-à-dire qu'on pousse l'enfant à faire les choses et c'est pas le thérapeute qui fait le mouvement à sa place. Donc c'est vraiment à lui d'apprendre à faire un mouvement sur une fonction qu'il a envie de faire. Donc on a participé à un grand projet qui a été financé par la Fondation Paralysie Cérébrale, où il y avait une partie clinique et une partie translationnelle qu'on a fait ici à Genève. La partie clinique, je vous montre les résultats de la première étude. Donc Habitil avait été montré comme efficace chez les enfants plus grands de 4-6 ans, mais ils n'étaient pas descendus en dessous à 2 et 4 ans. Donc l'étude portait sur les enfants de 2 à 4 ans avec une paralysie cérébrale. Et après les stages, ils ont pu montrer, c'est que la motricité fine était améliorée chez les enfants qui recevaient Habitil, la motricité globale aussi, la performance globale sur un mouvement donné également, et puis la satisfaction de l'enfant et des parents également. À savoir qu'ils ont maintenant encore descendu l'âge et ils commencent beaucoup plus tôt. Et ça, c'est les études qui sont. Donc notre partie translationnelle, c'était d'étudier les effets d'une réhabilitation sensorimotrice intensive basée sur les concepts d'Habitil pour le traitement d'une paralysie cérébrale expérimentale chez le raton. Un peu compliqué de refaire ce qu'ils font pendant les stages, donc on a fait un système d'enrichissement de l'environnement et d'un entraînement moteur chez ces ratons. Pour étudier les effets sur la fonction locomotrice et cérébrale, les effets sur la microstructure cérébrale et puis également des mécanismes moléculaires impliqués dans cette récupération. Donc le modèle est encore différent, il y a une inflammation maternelle, une anoxie à la naissance et une restriction motrice. C'est un modèle finalement qui ressemble un peu à ce qui se passe chez nos enfants prématurés. Vous avez une infection maternelle, l'enfant naît prématurément, la naissance se passe pas toujours de façon facile, les premiers jours de vie, il y a une détresse avec peut-être un petit peu d'anoxie, et puis après c'est des enfants qui sont dans des isolettes et qui finalement bougent pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu le triple hit
on essaie d'éviter chez les prématurés, mais voilà. Ensuite, donc, à 21 jours de vie, on les a mis dans ces cages pour faire l'enrichissement de l'environnement. Comme vous voyez, c'est un peu Disneyland pour ratons. Donc, il y a plein de jeux, plein de textures, des sons, des bruits, des trucs qui bougent. Et puis, on changeait les jouets régulièrement. Et ils sont tous ensemble, aussi bien ceux qui n'ont pas de paralysie cérébrale que ceux qui ont une paralysie cérébrale. Et puis, il y avait le petit entraînement. Et puis, le petit entraînement simplement sur un tapis roulant. Donc, ils en faisaient 15 minutes par jour. Un sacré boulot. Je ne sais pas si Eduardo est là, je l'espère. Et Chloé, d'ailleurs, qui ont fait un travail très contraignant comme expérience. On a pu collaborer avec le professeur Courtine au Biotech, qui est un système d'analyse de la marche pour rongeurs. Et vous voyez ici, donc on place des petits capteurs sur le bassin, la hanche, le genou et les orteils, et on peut analyser donc la marche, enregistrer puis analyser. Et puis donc ici vous avez un contrôle, et puis à droite un raton avec une paralysie cérébrale, donc spasticité, hyperextension, et une démarche difficile. On a pu tester l'effet de la réhabilitation. Alors sur la matricité globale, ça marche. Et puis après, avec ce système, on peut analyser toute une série de paramètres. Il y en a quasiment une centaine, je ne vais pas les passer en revue. Donc de façon spécifique, mais ça va à la temporalité du mouvement, la trajectoire des membres, la stabilité de la marche, les mouvements individuels des articulations, les vitesses de mouvement et puis également la coordination. On peut mesurer tout ça et là, on n'a pas trouvé grand-chose. Quand on mesure spécifiquement, la seule chose qui était significativement différente, c'était la vitesse de la marche. Le reste, la longueur du pas, la hauteur du pas, c'était un petit peu amélioré avec la réhabilitation, mais pas de manière significative. Donc finalement, on a une amélioration de la fonction locomotrice globale, mais pas et des effets mineurs sur la dynamique de la marche en elle-même. On a regardé ce qui se passait au niveau du cerveau avec l'ultrason fonctionnel, ce qui permet de détecter l'activité neuronale avec les variations du volume sanguin et du couplage neurovasculaire, de la même façon qu'on fait en IRM fonctionnel, et puis obtenir des réseaux de connectivité neurovasculaire sur des régions d'intérêt. Donc on obtient ces cartes, et puis on voit qu'il y a un certain pattern, une certaine image avec les contrôles qui est modifiée avec la paralysie cérébrale, et qui est encore un petit peu différente après traitement, après réhabilitation, mais qui finalement rejoignent les contrôles. Ça peut se mesurer et on voit qu'il y a une altération de la connectivité, qu'il y a une augmentation de la connectivité, que ce soit au niveau sensorimoteur ou de la connectivité sous-corticale. On peut regarder les réseaux en eux-mêmes et la force des réseaux. Donc ici, vous avez l'image des contrôles. Ici, augmentation, hyperexcitabilité lors de la paralysie cérébrale, qui nous a surpris. Puis en fait, en refaisant la littérature, on s'était rendu compte que c'était connu, qu'il y avait des études faites avec l'électroencéphalographie qui montraient cette hyperexcitabilité, et puis que la réhabilitation normalise cette hyperexcitabilité. Donc en résumé, Habitil, à la fin de la restriction motrice, améliore la réponse astrocytaire. Je ne vais pas montrer tout ça, mais diminue l'altération des protéines synaptiques, augmente la myélinisation, diminue l'hyperexcitabilité cérébrale et améliore la motricité. On s'est posé la question, bon, on a fait une réhabilitation, faut-il la répéter? Donc là, on a répété, donc la première, c'était à 3 semaines de vie, et puis la suivante, on l'a répétée entre 35 et 42 jours de vie, et puis on a analysé la fonction plus tard à 60 jours de vie, de nouveau en regardant aussi les atteintes cérébrales et les mécanismes. Déjà, sur ces schémas, on peut voir que, donc, ici, vous avez le contrôle
paralysie cérébrale, une réhabilitation, deux réhabilitations, on voit que la deuxième réhabilitation semble améliorer la marche. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc la motricité globale est améliorée avec la répétition. Le PC1, qui est un ensemble de données qu'on obtient dans ces analyses de la marche, est également amélioré avec la répétition. La longueur du pas et puis l'amplitude du genou est également. Certaines choses sont améliorées avec la répétition. Au niveau microstructure, on a également pu montrer dans certaines régions, comme la substance blanche, qui a une amélioration avec la réhabilitation de la microstructure, qu'elle soit répétée ou non d'ailleurs. Également là, au niveau du corps calleux, il y a également une amélioration. Et la question qu'on s'est de nouveau posée, parce qu'on n'arrête pas de se poser des questions, c'est et si on commençait la réhabilitation plus tôt? Et on a obtenu un fonds national pour ça, en commençant la réhabilitation en fait quasiment au début, pendant la restriction de mouvement, où on fait nager les ratons, avec le concept de se dire, en utilisant la neuroplasticité cérébrale, qui est la capacité du cerveau à se moduler et à adapter sa structure en fonction des stimuli, la neuroplasticité est donc importante dans les premières années de vie avec la formation des réseaux neuronaux. Et puis on s'est posé donc la question, est-ce qu'on peut encore améliorer plus en utilisant cette neuroplasticité avec une intervention précoce? Donc là, c'est en cours. On verra d'ici une année ou deux les résultats. Donc en conclusion, la stimulation sensorimotrice intensive de type habituel-like dans un modèle de PC induit des améliorations de la motricité globale, mais de la manière limitée sur la cinématique de la marche, de la structure et de la fonction cérébrale. La répétition de la réhabilitation semble bénéfique, et puis le moment de l'intervention reste à définir pour une meilleure utilisation de la plasticité du cerveau. Dans ce même fonds national, en fait, il y a une partie clinique qui est faite en collaboration avec Nathalie de Bruckheller et professeur Stéphane Armand du laboratoire de signalogiologie du service d'orthopédie, où on mène aux petits nouveau-nés prématurés sur un skateboard et on analyse le mouvement. Donc, ils ont des capteurs placés aux genoux, aux mains, aux bras, aux épaules, aux pieds, et puis on peut analyser le mouvement avec l'idée d'abord de voir comment le mouvement se développe chez des enfants a priori à développement normal nés à terme, mais également étudier le mouvement chez les enfants prématurés à risque de troubles du développement, avec l'idée de détecter de façon précoce les troubles moteurs pour instaurer une prise en charge précoce. Il y a aussi une partie de développement musculaire, parce que Nathalie est très intéressée par le développement musculaire chez le nouveau-né. Ensuite, je vous ai montré des thérapies, des choses, mais finalement, on peut aussi agir et faire de la prévention. L'unité de néonatologie est un environnement qui expose le nouveau-né prématuré à des risques de troubles du développement physique, développement sensorimoteur, cognitif, psychologique et relationnel. Et ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles on peut jouer pour améliorer la prise en charge. C'est les soins de soutien au développement en néonatologie. Quand j'étais chef de clinique en néonat, ça existait à peine, c'était à ses débuts, sous l'impulsion de Mireille Rossi et Myrtha Martinet, et du professeur Bullinger, qui était professeur à la faculté de psychologie. Donc les interventions, c'est réduire déjà les dystimulations, la lumière, instaurer un cycle jour-nuit, le bruit, faire attention aux alarmes, aux discussions, faire attention aux manipulations de ces prématurés, des procédures douloureuses, et ne pas utiliser un rythme de soins non adapté au rythme de l'enfant. C'est un programme qui est centré donc, sur les capacités développementales de l'enfant, donc c'est de la médecine individuelle,
avec un positionnement qui permet des mouvements, un regroupement, des signes d'autorégulation. Également stimuler l'alimentation avec l'alimentation non nutritive au départ et ensuite évidemment nutritive. Il faut aussi adapter les stimulations sensorielles pour qu'elles soient non douloureuses, comme la voix, la musique, et plus aujourd'hui, mais les odeurs et les stimuli visuels, et puis aussi soutenir les parents dans leur relation avec leur bébé, un peu différent des autres prématurés. Et en fait, c'était bien établi à Genève, et puis Antoine m'a emmené un jour dans un voyage au Népal en me disant la néonatologie de BPKIHS aimerait faire un programme et tout, donc je suis allé là-bas. Et puis effectivement, je crois que quand on est arrivé, quand je suis arrivé avec Ricardo Pfister, le chef de néonat ici, j'ai dit il faut qu'on mette en place des soins de soutien au développement. Donc le but de ce programme, ça a été de former les équipes aux soins de développement sensorimoteur dans les unités de néonatologie, d'abord de BBKHS et ensuite TUTH, afin d'améliorer les soins et soutenir le développement des prématurés, évaluer un peu l'effet de ces soins de soutien au développement sur les paramètres de santé, la durée de séjour de ces bébés, et d'évaluer la satisfaction du personnel. C'est principalement un enseignement. Alors il y a un enseignement théorique après 1 heure et demie par jour, sur les 4 jours de workshop qu'on fait habituellement, sur l'approche sensorimoteur pour le personnel médical et infirmier. Et puis, la grosse partie, c'est vraiment une approche et de mise en pratique, les mains dans le cambouis, où on passe la journée dans les unités à soutenir les infirmières, à leur montrer comment faire ces soins de soutien au développement. Première chose, c'est le positionnement. Les 2 images du dessus, c'est ce qu'on a vu quand on est arrivé, donc des enfants qui étaient un peu laissés à l'abandon sur leur lit, comme nous on les voyait, on faisait il y a 25 ans. Et puis le positionnement, en fait, dans un cocon, dans une position asymétrique en flexion qui permet des mouvements. Ça lutte un peu contre la gravité, ça permet à l'enfant, comme vous voyez là, de mettre les mains à la bouche sur son visage, de se toucher, ce qui est important pour l'autorégulation. La stimulation à l'alimentation active, donc apprendre à ces petits prématurés à manger en les stimulant, même s'ils sont uniquement par gavage en sonde nasogastrique. C'est important de stimuler la succion, la réaction, et puis la coordination entre la succion, la déglutition et la respiration. On a montré ici à Genève que ces interventions diminuent la durée de mise en place de l'alimentation active. Et puis une chose très importante, c'est observer l'enfant. Et c'est probablement la chose qu'ils ont trouvée la plus difficile et qui a mis du temps à être mis en place et qui pose encore, je dois dire, même à BPKIHS, un tout petit peu des problèmes. J'imagine à Genève aussi quelquefois. Donc ici à Genève, on avait développé la grille et le guide d'observation du comportement sensorimoteur qui comporte les signes de distimulation, la réactivité, l'éveil, le positionnement, les interactions avec l'enfant et puis les capacités d'autorégulation. Et il faut vraiment regarder, apprendre, prendre le temps d'observer ces signes chez ces petits prématurés qui nous disent plein de choses en fait. Donc, ça permet une évaluation du comportement sensorimoteur de l'enfant et surtout une adaptation des soins à ses capacités de régulation et à supporter les soins qui doivent être faits. Donc voilà, remplir cette grille, en faire un résumé et dire attention, la prochaine fois, il faut qu'on manipule cet enfant de cette façon parce qu'il se distimule facilement ou pas. Les parents. Quand on est arrivé, les parents absents, ne rentraient pas dans l'unité. Très peu d'implication, la maman venait juste pour tirer son lait et puis elle repartait, elle ne donnait même pas à manger à son bébé. Donc maintenant, on a poussé, et les parents sont heureux de jouer leur rôle de parents envers leur enfant, bien évidemment. Les soignants se sont rendus compte que les parents, c'était des mains gratuites, donc ça permettait de faire des soins dans de meilleures conditions. Les parents participent maintenant à la mise en place d'alimentation active de leur bébé et ils font vraiment partie intégrante des soins de soutien au développement en
tant que partenaire et soutien affectif de l'enfant. Même les papas sont admis maintenant. Satisfaction du personnel, j'ai juste mis quelques citations, donc très efficaces pour le bien-être des bébés, leur croissance et le développement des bébés, nouvelle façon de travailler, les bébés ont l'air mieux, moins stressés, maintenant nous pouvons facilement voir les changements de l'environnement dans l'unité, le personnel est très motivé par les changements et en veut plus, et puis j'avais posé la question dans un petit sondage, est-ce que vous retourneriez en arrière? Il y a quand même 90% qui disent non. On a pu certifier des infirmières, 7 infirmières à BPKIHS, donc elles ont obtenu une certification en tant qu'infirmière référente en soins de soutien au développement, une certification qui a été reconnue par le centre de formation de l'hôpital, et puis donc un bel achievement, comme on dit en anglais, et puis les cadres médicaux évidemment ont été un énorme soutien pour la mise en place de philosophie de soins qui n'était pas toujours évident. La suite, ça a été de former des gens pour, entre guillemets, nous remplacer au Népal, parce que l'équipe ne va pas pouvoir y aller indéfiniment. Donc, on a formé les infirmières référentes de BPKIHS pour venir avec nous à TUTH, donc au Tribhuvan University Teaching Hospital de Katmandou. Et vous avez ici, donc en vert, une infirmière de BPKIHS entourée de toutes ses collègues de TUTH, ici la même chose, qui montre à ses collègues et comment faire ses soins de développement. Et je dois dire que c'est une aide énorme, parce que d'abord, elles parlent népalais, même si elles parlent toutes bien anglais. Et celles qui apprennent de voir que leurs collègues à l'autre bout du pays sont en avance, elles sont motivées pour les rattraper. On a pu faire en avril de cette année une espèce de wrap-up, donc un séminaire, un workshop de developmental care à BPKIHS. Il y avait à peu près 80 participants qui venaient de tout le Népal et même d'Inde. C'était plutôt un joli succès dans lequel il y avait donc des présentations, je dirais, théoriques le matin, et puis après des ateliers pratiques qui étaient principalement en fait menés par les infirmières de BPKIHS pour montrer aux autres ces soins de soutien au développement. L'idée là derrière, c'est que BPKIHS devienne un centre de formation et dissémine les soins de soutien au développement au Népal, voire un peu plus loin, Bhoutan étant intéressé. Voilà, donc les soins de soutien au développement, c'est une pratique qui est gratuite, mais c'est aussi un grand changement des habitudes qui nécessite du temps, un accompagnement, une formation continue, et qui doit évidemment être adapté aux conditions locales, l'espace, les installations, la main-d'œuvre, mais aussi les aspects culturels, éthiques et juridiques. Juste vous montrer un tout petit bout de vidéo de avant et après. Ça, c'était donc en décembre 23 à TUTH. On a juste filmé une infirmière qui fait le bain du bébé, qui le nettoie. Stimulé, il y a beaucoup de bruit que vous n'entendez pas, mais... Elle s'arrête pour parler à sa collègue. La maman est assise à côté et fait rien du tout. Et ça, c'est après 4 jours. C'est notre premier workshop à TUTH. Déjà, il y a 4 mains. Donc déjà, un grand changement en très peu de jours par rapport à la prise en charge. Vous voyez, elle retient les pieds du bébé pour le contenir. Beaucoup moins de stress pour le bébé. C'est le même bébé, hein. Voilà, maintenant un tout petit peu d'avenir. On vient d'obtenir un fonds par Inno-Suisse pour quelque chose de totalement différent qui avait été commencé avec la docteure De Agostini, que je vois sur la maladie de San Filippo. On avait essayé de traiter la maladie de San Filippo dans une souris qui la développe avec un composé qui venait de bactéries marines,
avec un succès assez mitigé. Et puis, un jour, Nicolas Mack est venu vers moi, via les maladies rares, pour me dire, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser, j'aimerais bien le tester dans la maladie de Sanfilippo. Donc, le Sanfilippo, c'est un défaut de dégradation de lait par en sulfate par l'enzyme sulfamidase avec une accumulation cellulaire qui entraîne une neurodégénération. En fait, Nicolas Mack a développé une petite capsule dans laquelle on met des cellules immortalisées et qui sécrètent la protéine qu'on lui met dedans, en fait, qu'on met dans ces cellules. Et on s'est dit, on va mettre la sulfamidase et mettre ces capsules chez les souris qui développent le Sanfilippo et voir si on arrive à les traiter. Donc ça devrait commencer, j'imagine, en début d'année prochaine. L'autre chose, c'est de l'imagerie. Un petit peu plus compliqué, là. C'est aussi un grant du Fonds national que Christina Coubaldou, Ilena Gelescu, Olivier Bressan et moi-même, on a mis ensemble. C'est de coupler deux techniques d'imagerie différentes. L'imagerie de diffusion dont je vous ai parlé, la spectroscopie. La diffusion mesure que la diffusion de l'eau. Et là, l'idée, c'est de mesurer la diffusion des métabolites qu'on détecte à la spectroscopie. Ce qui permettra, avec la diffusion de chaque métabolique spécifique à un certain compartiment cellulaire ou anatomique du cerveau, ce qui permettra d'avoir en fait une microstructure encore plus fine avec cette technique de spectroscopie de diffusion. L'idée, c'est de tester ça. Alors déjà, il faut développer, ça c'est l'équipe IBM de PFL qui est en train de développer, de mettre en place ces techniques, in vitro sur des neurosphères, donc des petits cerveaux en éprouvette, et puis également pendant le développement cérébral normal et lors de lésions chez l'homme. Voilà, tout ça est bien sûr financé par plein de gens, plein de fondations, bien utile à nous tous pour faire notre recherche. Les collaborateurs, il y en a pas mal. Ceux actuels du labo, Eduardo, Gabriel, Chloé, qui vraiment travaillent sur ce modèle de paralysie cérébrale, mais également de Filippo, ça va commencer, mais le modèle de diffusion, de spectroscopie de diffusion. Évidemment, tous ceux qui m'ont aidé, Johan, avec toutes les IRM qu'il a fait pour nous, même s'il n'est plus dans le labo spécifiquement, il a quand même contribué à toutes ces images. L'équipe de Grégoire Courtine au campus Kyotech, évidemment l'équipe du Higgins Institute, Chris Williams, et puis Nestlé, avec qui on a commencé cette recherche sur la lactoferrine, et puis l'équipe de soins de soutien au développement des HUG, et l'équipe du service. Merci beaucoup à vous tous de participer à tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. J'aimerais remercier des personnes qui ont été importantes dans mon parcours. Philippe Alban, là où j'ai commencé ma recherche sur la métabolisme de la pro-insuline. Suzanne Sutter, évidemment, comme chef de département qui m'a soutenu. Peter Gluckman et Chris Williams à l'Université d'Auckland, qui m'ont permis de développer ce modèle et de faire mon PhD aussi. Michel Aubert, qui m'a gentiment transmis les clés de son labo. Joseph Kish, qui m'a accueilli en neurosciences, même si j'étais un ovni au milieu des neurosciences, mais on a passé plusieurs années de bonnes discussions. Petra Huppy, bien évidemment, avec son enthousiasme indéfectible qui vous donne des coups de pied tous les jours, même si tout n'est pas toujours faisable. Merci à ma famille, Victor, Eva et Loredana. Et puis, merci à mes parents. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. J'oublie, il y a le petit cadeau traditionnel que l'on remet en souvenir de cette leçon inaugurale. Alors, je te laisse découvrir. Il s'agit d'un magnifique hoodie aux couleurs de la faculté qui te permettra de porter haut et fort les couleurs de la faculté. Ça tombe bien, c'est l'automne, ça tient chaud. Ça tombe bien. Au tennis.
Pas mal aussi. Ça tombe bien, la couleur permet de faire des taches de vin sans que ça se voit trop. Et puis c'est compatible IRM, hein. On peut aller dans une IRM avec ça. Voilà, allez, on se retrouve autour du buffet. Merci à toutes et tous pour votre participation.